Du coup, c'est Christophe. Vous savez, je suis administrateur système DevOps freelance. Et je vais vous présenter en fait un long projet que j'ai mené sur 1 an et demi, pas à temps plein, mais pour un client. Et qui voulait partir d'une plateforme, d'un serveur VPS, ce qui avait tout sur son serveur, jusqu'à une infrastructure complète sur Amazon. Donc, en gros, comment ça va se découper? Pardon, excuse-moi, j'ai été trop lent. Merci. D'abord, je vais vous présenter les autres. On a un Twitter, le Lyon AWS, on a un Twitter. T'inquiète, je vais là. Donc n'hésitez pas à tweeter, etc. Donc, quels étaient les objectifs du client? Quels outils j'ai utilisés? Quels services AWS on a utilisé en fait pour la plateforme? Quels autres SaaS aussi on a utilisé puisque AWS ne suffisait pas? Qu'est-ce que ça a apporté au client par rapport à son serveur? Combien ça coûte? Ça c'est important. Les projets d'avenir et puis après si vous avez des questions, on aura des questions. Donc l'objectif c'était, donc il y avait un seul serveur en gros quand il y avait 200, donc le client fait du truck de nuit. Donc il s'appelle Night Swapping. Quand il y avait environ 200 utilisateurs sur leur site en même temps, le serveur tombait. Donc ils perdaient le serveur, etc. Donc c'était un peu problématique puisqu'ils étaient en phase de développement. Donc ils voulaient en plus plusieurs environnements, donc un staging, une pré-production, une production. Ils voulaient tenir la charge et ils voulaient passer en disponibilité pour plus avoir ce genre de problème. Donc la cible c'était ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc tout était avant hébergé sur un seul serveur et du coup l'architecture c'est un client qui est hébergé sensible sur S3 avec des serveurs web derrière avec une API et 2 bases de données, une pour les données et une pour le cache. Ah bah. Voilà. Donc je reviendrai peut-être sur ce schéma-là, mais en gros, voilà, on vient sur un CloudFront donc qui répartit en fait toutes les demandes avec tous les services. Donc je vais décrire les services et je vais revenir, mais du coup ça nous a demandé pas mal de travail pour arriver à ça. Alors justement. Les outils que j'ai utilisés. Donc le client voulait aussi que tout soit automatisé, c'est-à-dire pas de clic dans la console, donc tout en ligne de commande. L'objectif c'était une ligne de commande pour tout monter. On n'y est pas arrivé, on est arrivé en 3 lignes de commande. C'est plutôt pas mal. Donc, Ansible, qui ne connaît pas Ansible ici? Donc Ansible c'est un outil qui est développé en Python, qui nous sert à provisionner des serveurs, tout un tas d'autres choses, mais en tout cas moi ça me servait à provisionner et à packager les images Amazon, en fait, les images des serveurs web. Donc c'est un outil descriptif, en fait on va décrire l'état de notre serveur. Et l'avantage par rapport à d'autres outils de provisioning comme Chef ou Puppet, c'est qu'il n'y a pas d'agent sur les serveurs. Une simple connexion SSH, ça suffit. Ça m'a aussi permis de faire mes templates CloudFormation. Excusez-moi. Je vous parlerai tout à l'heure de CloudFormation. C'est un outil en fait qui permet de déployer des briques de l'infrastructure. Mais comme c'est du JSON et que je voulais faire du YAML et que je voulais en plus avoir des variables, j'utilise Ansible pour ça. Et ça me permet aussi de déployer l'application Django. C'est une application Django sur les serveurs en fait. Donc l'outil de déploiement, il est écrit avec Ansible. Terraform, donc terraform.io, ça c'est un super produit que je vous conseille. Ça permet de faire de l'infrastructure as code. Donc en gros, vous décrivez votre infrastructure avec des fichiers dans un langage particulier. Et l'avantage, c'est que c'est multi-fournisseur. Vous pouvez adresser l'AWS, vous pouvez adresser DigitalOcean, vous pouvez adresser DNS Simple, enfin, il y en a plus d'une trentaine. Ça permet aussi de simuler, c'est-à-dire
Vous lancez une commande de simulation et Terraform va vous dire ce qu'il va modifier dans votre infrastructure. Si vous faites un changement sur la version de la base de données, par exemple, il va vous afficher que tout le reste va rester tel quel et la base de données va juste changer. Du coup, comme en plus c'est du code, vous pouvez l'héberger sur Git, on peut travailler à plusieurs. L'avantage c'est ça en fait. Si quelqu'un d'autre modifie l'infrastructure pendant que vous n'êtes pas là, du coup quand vous simulez, vous verrez en plus les différences que vous avez. Et ça permet évidemment de lancer l'infrastructure en une seule ligne de commande, vous lancez toute l'infrastructure et c'est parti. Voilà à quoi ça ressemble par exemple pour décrire un load balancer. Donc un load balancer, c'est un des outils AWS. Vous avez quoi en dessous? Vous pouvez décrire de quoi il dépend, des réseaux publics ou privés, enfin, etc. Et c'est assez lisible comme format, c'est pour ça que j'ai utilisé Terraform. Je vous conseille de l'utiliser si jamais vous faites ce genre de choses. Évidemment, on utilise Git, le bash parce que ça fait le café, donc du coup pourquoi s'en priver, et des tâches make pour pouvoir lancer divers petites choses. Et en gros, avec ces 5 outils-là, on pouvait tout faire. Ensuite, pour sécuriser ça, on doit créer des réseaux. Donc on utilise des VPC. Donc on peut créer des réseaux publics, privés, on peut créer des sous-réseaux. C'est multi-zone, c'est-à-dire qu'on peut créer des réseaux dans tout un tas de zones du globe. On peut aussi, avec les gateways, les security group, excusez-moi, gérer les ports qui permettent d'être, de base tout est fermé, on peut ouvrir les ports en fait pour accéder au réseau. Donc ça permet de sécuriser les serveurs qui sont à l'intérieur du réseau. Plutôt que d'avoir un serveur qui est complètement ouvert au net, on le met dans des réseaux VPC et du coup on peut gérer les privilèges comme ça. Ensuite évidemment on a des serveurs EC2 pour mettre notre application, nos serveurs applicatifs. Et on héberge nos clients en fait, puisque c'est de l'Angular, on héberge ça sur du S3. Donc on a plusieurs buckets S3, donc on en a 2 pour les clients, on en a un pour les assets, non, on mélange les assets avec le client, on en a un autre pour les médias, un autre pour les sauvegardes, puisqu'on fait des sauvegardes par meilleur, etc. Donc en fait on peut en créer autant qu'on veut, ça c'est bien. CloudFront, CloudFront en fait il est en base si je reviens au schéma, voilà. Toc. Ah bah décidément. Donc CloudFront, il est là, c'est vraiment la base. Toutes les requêtes passent par CloudFront et c'est lui qui va en fait vraiment répartir les choses. Soit si c'est une demande du client, il va aller les adresser au client. Si c'est une demande API, il va les adresser à l'API. Et donc, outre le fait que CloudFront permette de délivrer du contenu en géolocalisant les clients sur le globe pour améliorer en fait la rapidité. Il a un cache et une compression automatique, donc tout ce qui est hébergé sur les buckets sont automatiquement compressés par CloudFront et envoyés aux clients. En plus, si les serveurs web sont KO, il permet de gérer les erreurs et donc d'avoir une page d'erreur même s'il n'y a plus de serveur web derrière. Il permet aussi de gérer les routes, comme je vous ai montré, en fait, vers les différentes origines, donc soit vers des buckets S3, soit vers des serveurs web, donc pour l'API, soit vers des SaaS tiers, puisqu'on a aussi, par exemple, les crawlers, les robots qui arrivent et qui sont renvoyés automatiquement vers un SaaS via CloudFront. C'est pas le serveur web qui fait ça. Et en plus, ça nous permet de générer des rapports en fait d'utilisation, d'avoir le nombre de requêtes qui sont passées, d'où viennent les requêtes, quel client interroge notre application, etc. Voilà. C'est pas censé être comme ça. Ensuite, on a notre base de données. Donc on a choisi de l'héberger sur RDS. Donc RDS, c'est des bases de données, donc on a toutes les bases de données. J'ai mis les MySQL et associés, MariaDB, Amazon Aurora ici. On a aussi PostgreSQL, Oracle, et puis bon, voilà.
Donc RDS, l'avantage que Je crois ça... que rien que pour ça, tu as gagné un switcher. L'avantage, c'est que c'est haute disponibilité, donc on peut configurer une base de données sur plusieurs régions. Donc du coup, dès qu'on choisit le multi-AZ, si la base de données tombe, automatiquement, AWS va passer sur le backup. Et vice-versa. Ça permet aussi de faire des sauvegardes automatiques, on n'a pas besoin de s'en occuper, ça c'est génial. Puis les montées de versions mineures, c'est pareil, c'est Amazon qui s'en occupe, on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc plutôt que de gérer un serveur, un OC de nous-mêmes avec Postgres et autres, et après de gérer tout ça, RDS le fait pour, en gros, le double du prix d'un EC2. Et puis surtout, on peut avoir des réplicas en lecture, pas autant pour eux, mais nous on en utilise un. Enfin, non pas enfin, qu'est-ce que je raconte, on a mis en place une base de données de cache avec Redis, et Elastic Cache en fait, qui nous permet d'utiliser soit Redis, soit même cache. Pareil, c'est haute dispo, c'est le même principe, les sauvegardes et les montées de version mineure sont gérées. Donc ça c'était plutôt pas mal, et ce qui nous permet de rendre l'application complètement sans état. Et donc si un serveur reste de tombe, c'est pas grave puisqu'il n'y a rien d'hébergé dessus. Et comme ça arrive régulièrement qu'on fasse tomber l'application parce qu'il y a des bugs parfois, au moins il y a un deuxième EC2 qui vient prendre le relais. Le load balancer, donc pareil, c'est un service AWS, c'est assez simple à mettre en place. C'est l'ELB, ça commence à faire beaucoup de services. Au début, quand on rentre là-dedans et qu'on n'y connaît rien, je peux vous dire qu'on nage un peu. Donc l'ELB nous permet d'équilibrer la charge, de détecter les pannes. Donc s'il y a un serveur qui est en panne, du coup, automatiquement les nouvelles requêtes vont faire vers les autres serveurs. Et ça permet d'améliorer la sécurité, puisqu'en fait l'ELB, lui, il est public, et on peut avoir des serveurs web qui sont privés, et donc qui ne sont pas exposés au monde, si on les a mis dans notre VPC. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça nous permet d'avoir qu'une seule point d'entrée public et donc d'éviter les problèmes. On utilise aussi l'autoscaling. Donc l'autoscaling, ça nous permet d'avoir de la haute disponibilité. Via l'ELB, en fait, quand un EC2 ne répond pas, il est automatiquement détruit par l'autoscaling et à nouveau monte tout seul. D'où l'intérêt d'avoir des images qui contiennent notre appli. Ça permet aussi de gérer l'élasticité, c'est-à-dire si jamais vous avez une charge importante à un moment donné, il y a de nouveaux serveurs qui montent, et quand la charge diminue, les serveurs permettent d'être sortis, d'être éteints. Nous, on n'a pas mis en place d'élasticité, puisqu'on a 2 serveurs en production, ça suffit largement. C'est des petits en plus. CloudFormation, je vous en parlais tout à l'heure, donc ça permet d'avoir des modèles d'infrastructure. Donc, quand j'ai utilisé Terraform, il était assez jeune, il est encore assez jeune puisqu'il n'est pas encore passé en version 1. Il y a des choses qui n'étaient pas encore codées. Donc ce qui n'était pas codé, je l'ai codé avec CloudFormation. Et donc on a un fichier où on décrit toute notre application, toute notre infrastructure, excusez-moi. Et pareil, il fait les modifications de manière sécurisée. Par contre, il n'y a pas de simulation, on lance et puis il fait les modifs. S'il y a un élément qu'il n'arrive pas à faire, il s'arrête, il fait un rollback tout seul et on revient à l'état où on était juste avant. Donc c'est juste JSON. Si je me permets d'ajouter un tout petit truc, ouais. Depuis peut-être 15 jours ou 3 semaines, on a un truc qui s'appelle les change sets. Et où en fait, quand tu fais update sur un template, il va te dire les ressources qui sont modifiées par le changement. Ah, c'est pas ça. C'est tout récent, donc c'est pas grave si tu ne le sais pas. Non. C'était un truc que tout le monde demandait. Donc en gros, voilà, tu mets à jour un stack, et au moment où tu vas faire update, tu vas dire voilà ce qui va être modifié. On y va ou on y va. On y va ou on y va. Ce qui est beaucoup mieux que ce que effectivement le comportement d'avant, où tu faisais de la mise à jour, ça merdait, ça rollbackait. C'est ça, j'ai eu plusieurs surprises comme ça. Il fallait aller fouiller les logs. Exactement. Voilà, je vais aller fouiller les logs. Du coup, oui, alors j'ai utilisé Ansible pour justement faire du YAML. Donc si ça vous intéresse un jour, je pourrais vous faire un talk là-dessus. Le YAML, pourquoi? Parce que c'est plus agréable à lire.
Et puis surtout, comme c'est des templates en type, je peux injecter des variables dedans. Donc en fonction des environnements, j'ai mon template qui est identique, mais mes variables elles changent. Alors, le souci que moi j'ai eu avec CloudFormation Terraform, c'est que parfois, en fait, l'API AWS et la console AWS sont pas en phase, et du coup, il y a des options qui sont pas disponibles. Notamment, la dernière que j'ai eue, c'est la compression automatique qui n'était pas disponible encore dans CloudFormation. Du coup, j'ai dû le faire à la main. Oui, alors ça, c'est vrai. Très bien, parce que... Mais c'est... Alors, il y a toujours X façons de faire les choses chez nous. Il y a la plus à jour, la plus complète, c'est l'API. C'est celle qui est utilisée par le cloud lui-même. Il y a la console et la ligne de commande qui sont raisonnablement à jour. Et après, il y a CloudFormation. Mais il y a tellement de nouveautés qui sortent sur AWS que parfois, alors il peut se produire deux choses. Il y a un nouveau service qui sort, tout nouveau service, et il n'est pas encore supporté par CloudFormation. Ou alors il y a des nouveaux features qui sortent sur des services et ils ne sont pas forcément le jour J présents dans CloudFormation. Exactement ça. Et voilà, donc le meilleur moyen pour essayer de rester à jour, c'est de suivre le blog ou le Twitter de CloudFormation, et tous les jours ils annoncent voilà, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais c'est vrai que c'est pas, il n'y a aucun endroit qui décrit finement, parce que je pense que c'est juste impossible, le delta qui peut exister entre le 100% de l'API AWS et les 90 et quelques pourcents qui supportent CloudFormation. Donc ça peut être agaçant, ouais, ça, je vois pas très bien. Il court après, il faut voir, hein, cette équipe-là, elle court après 50 ou 60 trains différents. Bon, c'est vrai que quand le client m'avait demandé de faire ça, c'était sorti depuis un mois. La compression, c'était sorti depuis un mois. J'ai cherché de partout les docs. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça arrive. arrive. Faire des cochonneries après pour. Mais bon, alors code deploy. Alors, je suis complètement tombé amoureux de ce service. Je l'ai attendu longtemps. Donc, au début, en fait, on déployait avec Ansible depuis CodeShip, j'en parlerai juste après, à distance. C'est-à-dire qu'on poussait sur les serveurs. Code deploy, c'est les serveurs eux-mêmes qui vont se déployer. Alors, comment ça marche? On va créer, en tout cas nous, comment on fait? On crée un fichier sur un bucket S3. C'est le bucket S3 qui est enregistré dans Code Deploy. Code Deploy, lui, il sait quelle version il doit déployer. Il la déploie via l'autoscaling group. S'il y arrive, tant mieux, c'est la dernière version qui prendra tout le temps. S'il n'y arrive pas, eh ben, il ne continue pas, il shoot son serveur et automatiquement l'autoscaling group va en monter un autre. Ça nous permet d'avoir des déploiements très sécurisés, sans coupure de service, et ça c'est vraiment important. Et surtout, dès qu'une nouvelle instance commence, puisque moi je déploie, enfin je crée pas des nouvelles images serveurs à chaque fois qu'il y a une mise à jour de l'appli, parce que sinon je passerai mon temps à ça et puis ça met un peu de temps. Du coup, l'image serveur embarque une version et Code Deploy va automatiquement, au moment où le serveur va monter, déployer la dernière version qui est validée. Alors ça c'est magique. Moi, si vous voulez faire des déploiements sur des EC2 qui Code Deploy, parce que je suis fan. On a fait le tour. Alors ça, tous ces services-là, on les a mis en place sur 1 an et demi. On a commencé au début par mettre les bases de données, les EC2, un load balancer. C'est tout. Et après, on a rajouté CloudFront. Après, on a rajouté Code Deploy. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. Alors, quel SaaS on a utilisé? Donc, on a utilisé Imgix pour la gestion des images, donc on redimensionne pas les images. Donc, moi j'ai conseillé aux développeurs de passer sur AWS Lambda maintenant, plutôt que d'utiliser Imgix. Pré-render, donc pré-render, comme c'est un client en JavaScript, en fait, du coup, pré-render va faire une version HTML et va être présenté au crawler. Donc, notre Nginx de nos serveurs, il voit que c'est un crawler, il fait « Ah bah non, toi tu vas pas aller sur le client, tu vas aller sur pré-render ». On utilise CodeShip pour faire les tests automatisés et le déploiement automatisé. Du coup, à chaque fois qu'une nouvelle version du client ou de l'application est valide, elle passe les tests, elle est automatiquement déployée sur les environnements. Alors, comme je suis sympa, je vais vous donner des astuces. Si vous utilisez CodeShip, Travis ou autre,
Donc évitez de mettre vos commandes directement dans l'interface d'admin, utilisez plutôt soit un script, soit une tâche make. Pourquoi? Parce que déjà vous pourrez versionner le code de setup ou le code de test, etc. Et ensuite, en fonction des branches, vous n'aurez pas forcément les mêmes choses. Notamment là, on voit, on crée la base de données, on installe les dépendances, excusez-moi, et on installe Neo4j. Et Neo4j, c'est une nouveauté qu'on a eue au cours de la vie de l'appli. Et du coup, à chaque fois que j'installais Neo4j, ça faisait tout péter parce qu'on n'avait pas les mêmes versions, etc. Donc du coup, on est passé au tâche make et on peut gérer nos dépendances en fonction des branches. Et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'une, ça suffit pas. Je me suis dit qu'une deuxième astuce, c'est pas mal. Je pense que beaucoup connaissent Gitflow ici. Du coup, comment on a utilisé Gitflow, la branche de develop est automatiquement déployée sur staging, la branche master est automatiquement déployée sur pré-prod, et quand on pousse les tags, c'est automatiquement déployé en production. C'est-à-dire que le développeur, il faut qu'il fasse attention à pousser ses tags. Alors ça c'est vrai pour le client, pour l'instant l'API, on crée le déploiement donc le deploy à la main. Mais bon, au final ça vaut le même. C'est quand même une action manuelle qui est faite par quelqu'un. Parce que du coup, si c'est passé sur master et si la pré-prod est bonne a été validée, on va pousser notre tag après. Donc ça demande une certaine organisation, mais ça marche bien. Alors, les gains, évidemment, pour le client, ça a été disponibilisé, puisque depuis, leur site est en ligne, sauf quand on fait des interventions sur la base de données, mais là, on n'a pas le choix. On est obligé de couper l'application. C'est robuste, et surtout, c'est performant, puisque là, actuellement, on a pu monter à 2000 visiteurs en même temps sur l'appli, elle n'est pas tombée. Au lieu de, combien t'as dit au début? 200. Après, il y a eu des... C'est une boîte qui fait quoi? J'ai raté le... Troc de nuit. Donc on propose un appartement, une chambre, etc. Les gens viennent chez nous, on gagne des nuits, on peut les dépenser chez d'autres personnes dans la communauté, etc. Donc il y a beaucoup de... Ouais, il y a 150 000. Et alors le coût, pour ces 3 environnements-là, ça leur coûte 500 € par mois. Donc sur le staging, on a un EC2, c'est un micro. Sur la pré-prod, on a 2 EC2 small, donc c'est des T2. Et sur la production, on a pareil 2 EC2 à T2 small et on a une base de données en multi-AZ. Pour les autres environnements, il n'y a pas besoin. Bon, évidemment, tout ce qui est sur S3 et tout, ça prend. Mais au final, c'est pas non plus énorme pour une infrastructure comme celle-ci. Je vous ai pas mis les coûts du administrateur système. Un projet, qu'est-ce qu'on a? Passer sur Route 53, parce que le DNS OVH c'est bien, mais c'est tout à la main, donc c'est pas terrible. Mettre en place l'élasticité, centraliser les logs. Pourquoi? Parce que quand un EC2 tombe, on perd les logs. Et puis pour savoir ce qui se passe, je suis obligé de me connecter de partout. Voilà. La mise en place d'un bastion qui va me permettre plusieurs choses. Pouvoir accéder directement au serveur web et planifier des tâches sur un seul serveur, parce que pour l'instant les tâches sont planifiées sur tous les serveurs et des fois ça pose des soucis. Et puis surtout le bastion va pouvoir me permettre de lancer les tâches Terraform et autres, pas sur ma machine mais sur les bastions. Ça ce serait pas mal parce que du coup je pourrais faire plusieurs environnements. Ce serait bien. Et puis tout un tas de choses, mais bon, on n'en est pas encore là. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question par rapport à Code Deploy. Oui. Tu as dit quand tu l'utilises, ça va prendre une machine de l'autoscaling, ça va déployer le code dessus. Si ça marche, ça va le répliquer sur toutes les autres machines. Si ça marche pas, ça va virer la machine de l'autoscaling. Oui, c'est configurable ça par contre. D'accord. Et du coup, mon autre question c'est est-ce que la machine pendant qu'elle déploie,
le code, elle reçoit du trafic, ou est-ce que le load balancer gère le fait qu'elle ne peut pas recevoir de trafic à ce moment-là? Non. Ou est-ce qu'elle est mise dans l'autoscaling Alors, après? dans Code Deploy, on a plusieurs étapes en fait. On a plusieurs événements. Après, c'est à nous de gérer les choses dans les événements. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je commence le déploiement, je sors la machine de l'autoscaling group, je la détache. Du coup, elle ne reçoit plus aucun trafic. Après, je vais chercher les outils de déploiement parce qu'elles ne sont pas sur la machine. Je vais les chercher. Ensuite, je déploie le commit que je dois déployer. Je teste l'application. Si l'application répond bien, je repasse la machine dans l'autoscaling group. Et après, j'efface les outils de déploiement pour être propre. Et ça, c'est toutes les étapes qui sont déroulées par Code Deploy. En fait, il y a plusieurs événements. Donc du coup, il y a des scripts. Et en fonction de ces scripts-là, on fait certaines choses. Et si ça marche, on passe au suivant. Si on veut, on peut tout faire. On peut faire tous les serveurs en même temps. On peut... tout est scriptable. Tout est configurable en Code Deploy. Parce que moi, je me suis basé sur l'autoscaling group, mais on peut se baser sur des tags si on n'a pas d'autoscaling group. Et du coup, pour les sortir de l'autoscaling group, c'est pas facile. Là, puis, et les scripts, il y en a pas mal sur GitHub, justement, où on peut détacher la machine l'autoscaling group et la remettre dedans. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est sûr quand on fait le déploiement. Merci. Oui. Combien de temps ça t'a pris? 1 an et demi, mais pas à temps plein. Alors, On peut refacturer. j'ai facturé beaucoup, hein, parce que je vous ai là ça paraît clean comme ça, mais je vous explique pas le nombre d'allers-retours qu'on a fait sur certains trucs, le nombre de changements qu'on a fait par exemple sur Code Deploy, sur CloudFormation, sur CloudFront, etc. Enfin, j'ai dû facturer 8 mois plein en fait, presque 9 mois. Et il y avait beaucoup, ils changeaient d'avis régulièrement. Enfin, puis il y a des choses annexes aussi, notamment la mise en place d'un serveur fichier qui est pas normal, puisque c'est pas pour l'application, mais c'est pour la bureautique. Des choses comme ça annexes que je faisais. J'étais le seul en fait. Du coup, mais si maintenant je devais refaire la même chose, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Faudrait que je le refasse en fait. Ouais. Parce que toute la phase d'apprentissage aussi, elle était longue. Moi, je Donc, ça, la phase de découverte et autres. Mais maintenant, je suis sûr que... C'était ton premier projet Ouais. AWS? Ouais. Premier projet AWS, premier projet Ansible, premier projet Terraform. D'accord. J'ai tout eu, j'ai fait de la tête du feu avec ça. Mon premier projet web aussi. Parce qu'avant, je travaillais en grand groupe et je faisais des intranets, des trucs comme ça. Je faisais du déploiement en script. Enfin... Mais bon, je regrette pas. Et combien de développeurs ils étaient à travailler sur l'application? Alors l'application Django, ils étaient 2. Alors un au début, 2 après. L'application, le client, un seul développeur. Et pour Neo4j, je ne vous ai pas parlé de Neo4j parce que pour l'instant, c'est dans les projets en fait. Il y avait un développeur aussi pour Neo4j. Okay. Et est-ce qu'ils avaient pris le soin de prévoir l'infrastructure ou ils ont juste codé, ça marche en dev et après on embauche quelqu'un pour faire la place? Alors on a fait en même temps en fait. Parce qu'ils avaient déjà un client et ils sont passés sur un deuxième client qu'on faisait en même temps. Du coup on a pu faire le staging assez rapidement. Le staging il a mis 2 mois à arriver. Là on a mis en place l'infrastructure. Comme il y avait déjà un VPS qui gérait la prod, c'était pas gênant en fait. Donc là on a pu nettoyer tous les problèmes et puis après quand on a déployé en prod, c'était un gros coup de... Comment dire, on avait la goutte sur le front parce qu'en plus il fallait exporter la base, il fallait le faire. Mais bon. Donc pour répondre à ta question, on a fait vraiment en même temps. Okay. Vraiment en même temps.
on a quand même encore des surprises parce qu'on a toujours le problème de ça marche sur ma machine. Ça, c'est encore un problème que j'ai pas réussi à régler. Quel coût pour l'infra d'avant qui marchait pas qui marche plus maintenant. On était passé sur un gros VPS, je crois que c'était 100 € par les plus gros VPS d'Amazon, je crois que c'est 50 ou 100 € par mois. OVH. OVH, oui. OVH. Donc finalement, c'est. Il faut plus de trafic. Il faut plus de trafic, oui, si vous passez à une infrastructure comme ça, parce que bon, là c'est une infrastructure complète, hein, on peut utiliser les passes de l'AWS, mais là du coup, il faut un gros trafic. Puis c'était une volonté aussi du client de passer sur quelque chose de vraiment sécurisé et un peu robuste. Quoi. Parce que, il y a la haute dispo en plus. Hein. Ouais, il y a la haute dispo parce que ce genre d'infrastructure n'ont pas au début. C'est vraiment. C'est intéressant parce que c'est une question qu'on pose souvent. C'est une grosse infra. C'est ok, c'est super, mais en gros, voilà, moi j'ai ça, et si je le mets dans AWS, combien ça coûte? Ouais. C'est pas une question forcément super simple. Non. Je pense que mes amis de corps expert confirment. Non, mais ce que ça te coûte ou ce que ça ne te coûte plus. Nous, on a des clients qui sont à 100% dispo depuis plus d'un an. Enfin voilà. Mais évidemment, ils payent peut-être plus cher en mois certains services. Et là, tu es en prod depuis combien de temps? Un an. Des incidents? La première prod. À part l'appli qui. Bon, des incidents de prod? Ouais. On en a eu. C'est déployé en Irlande, j'imagine? Des vrais incidents de prod. Ouais, c'est en Irlande. Il y en a eu un seul, une fois. C'est quand la base de données, on a upgradé la base de données en fait. Et elle s'est plantée. Le schéma, tu veux dire? Non, une mise à jour. On l'a fait grossir en fait. Ah. On est passé sur pas sur une spawn, on l'a fait grossir. Et du coup, ça a planté. C'est le seul incident qu'on a eu. Et t'étais déjà en multi-easy? Oui. Et ça nous a surpris. Et du coup, j'ai dû en remonter une en catastrophe en mettant. Sinon, la plupart des incidents que j'ai, c'est mes chers développeurs qui font des push -f, qui donc effacent les commits, et donc code deploy ne trouve plus les commits, et là, on a un serveur qui tombe, c'est fini. -f, c'est le mal. Et du coup, la seule manière de régler ça, c'est d'effacer code deploy, d'effacer tout ce qui est tout le programme, et de le relancer, et puis de refaire un déploiement. Et ça, c'est la merde. Parce qu'on ne peut pas effacer un déploiement. On ne peut pas lui dire non, ce déploiement, tu veux pas. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions? Juste une dernière. Comment tu gères le monitoring? Je vous en ai pas parlé, oui, c'est vrai. J'aurais dû le mettre dans les SaaS que j'utilise. Je passe par New Relic, la version gratuite. Et c'est déployé via Code Deploy en même temps? Non, en fait, c'est dans l'image. Dans l'image, j'ai New Relic Server et New Relic Client pour l'API, et ça me suffit à superviser les machines. Et donc, pour aller plus loin, quand je lance l'appli, je la lance avec Supervisor D, donc il y a une deuxième sécurité, c'est si ça tombe sur le serveur, il est relancé, donc on est bon. Vous n'avez pas d'autres questions? Si vous faites ça un jour, je vous souhaite bon courage. T'as 2-3 scripts à montrer ou pas? Non, je suis là, je le laptop, je l'ai reçu cette semaine avec tout neuf. Je peux pas vous montrer, mais je peux faire des talks techniques après. Non, là, je me suis dit, là, on va commencer. C'est une bonne intro, je pense, pour découvrir les services. Et si parce qu'effectivement, il y a pas mal de trucs que tu démarrais et tu as essayé plein de choses. Si tu refaisais le même projet maintenant avec ta connaissance de soit des outils tiers, etc., est-ce que tu rechangerais ta sélection? L'ordre? Ouais, je mettrais tout de suite que CloudFront. Parce qu'au début, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant de mettre CloudFront, quand on arrivait directement sur les serveurs, on a mis CloudFront, et puis c'est les serveurs qui demandaient à CloudFront le cache. Et puis après, on l'a mis devant. Ce genre de choses, quand on ne connaît pas, on découvre quoi. Mais
Au début, c'est une jungle. Au début, c'est une jungle, parce que puis je vous dis pas le nombre de docs qu'il y a. Mais ouais, si jamais à le refaire, je mettrais CodeFront directement devant et puis j'utiliserai Code Deploy tout de suite, mais comme c'est arrivé en cours, en fait, c'est cool. Merci. Bravo.